à Capsule Bref. Aujourd'hui, nous allons vous parler des liens entre la libéralisation des marchés internationaux et la crise économique, en partie celle de 2008. Donc, pour commencer, il y a une théorie qui a été avancée, c'est la théorie des 3D. Donc, décloisonnement, déréglementation et désintermédiation. Je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, le décloisonnement, bon, c'est un processus de libéralisation qui consiste à supprimer, au départ, le lien entre une banque de dépôt, donc où on va placer notre argent et on peut le retirer n'importe quand, et le lien entre les banques de placement est vraiment distinct. Donc, une banque de dépôt ne peut pas prendre l'argent des gens qui ont déposé, puis aller le placer dans les marchés internationaux, donc de spéculer avec cet argent-là. Tandis que les banques de placement, eux, peuvent le faire. Pourquoi? En raison des échéanciers. Donc, quand quelqu'un s'en va à une banque de dépôt, il dit bon, je vous prête 10 000 $ pour une période de, mettons, 5 ans. Ben, le monsieur ne peut pas retirer son argent avant 5 ans. Donc, la banque peut le placer sur des marchés internationaux pour une durée de 5 ans, tandis que quand, dans un compte à vue, donc un compte courant, la personne peut retirer son argent comme elle le veut, donc la banque ne peut pas faire ce qu'elle veut avec l'argent, puisqu'il faut qu'il soit disponible au moment où la personne veut le retirer. Donc, c'est ce qu'on appelle le décloisonnement. On fusionne les deux types de banques. Donc, les banques peuvent spéculer avec l'argent de tout le monde, même ceux qui ont un compte courant. Ensuite, on a la désintermédiation. Ça, c'est quoi? C'est que, traditionnellement, un banquier doit rencontrer la personne à qui il lui fait crédit pour s'assurer que cette personne-là va le rembourser. Donc, ils peuvent aller dans un bureau, au restaurant, pour que la personne prouve qu'elle est en mesure de le rembourser. Donc, avec la désintermédiation, ce qui se passe, c'est que la personne, au lieu de demander l'argent à son banquier, va directement le demander au marché financier. Donc, il n'y a plus de... Le banquier n'existe plus, dans le fond. La personne demande direct au marché. Donc, il n'y a plus d'intermédiaire, ce qu'on appelle la désintermédiation. Par la suite, il y a la déréglementation. Ça, c'est apparu, années 90-2000, même 80 avec Reagan, le président des États-Unis. Puis comme j'ai dit, plus senti dans les années 90-2000, c'est quoi la déréglementation? Ça fait en sorte de laisser libre les institutions financières qui se servent en partie de la titrisation pour fonctionner, pour avoir plus d'argent disponible maintenant. Donc, parlons de la titrisation. C'est quoi la titrisation? C'est le fait de saucissonner des créances de sorte à essayer de diluer le risque qu'il y a de non-remboursement des débiteurs. Donc, pour l'expliquer assez brièvement, on a le débiteur, puis on a les banques. Donc, avec la titrisation, le débiteur, exemple, veut 1 000 $, mais il y a toujours un risque en empruntant 1 000 $ à la banque que la banque ne se fasse pas rembourser le 1 000 $ du débiteur. Puis, normalement, la banque serait supposée d'attendre que le débiteur ait fini de payer son 1 000 $ pour servir de cet argent-là. Dans le fond, l'argent n'est pas disponible puisqu'elle l'a prêté. Sauf qu'avec la titrisation, l'argent, ce que la banque fait,
elle transforme les créances en monnaie. Dans le fond, elle peut vendre ses créances. Par exemple, on s'écrit, par exemple, de M. X a une créance de 1000 $. Bon, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut vendre cette créance-là à des banques d'investissement. Puis la banque est remboursée instantanément dans le fond, puis elle peut faire ce qu'elle veut avec les 1000 $. Bon, par exemple, tu as les banques d'investissement. Eux vont acheter la créance de cette banque-là. Donc, la banque va retrouver sa liquidité instantanément. Puis, le 1000 $ va être divisé en plusieurs investisseurs, de sorte que si le débiteur ne rembourse pas sa dette, la dette est divisée par le nombre d'investisseurs. Donc, les effets sont moindres que si une seule personne devrait assumer ce risque-là de rembourser la dette du débiteur. Donc, voici c'est quoi la titrisation. Donc, par la suite, on va parler des risques associés à la titrisation. En 2007-2008, les failles de la titrisation sont exposées à la lumière du jour. Donc, on a vu une forte corrélation entre les débiteurs. Donc, avec la désintermédiation qu'on a parlé tantôt, les débiteurs ne sont plus aussi surveillés qu'auparavant. Dans le fond, les banques ne font plus d'enquête stricte pour s'assurer que les débiteurs sont fiables. Ça fait en sorte que, on recommence avec notre schéma de banque. Si le débiteur demande de l'argent à la banque, il y a plus de risques que celle-ci ne soit pas remboursée. Cependant, la banque va quand même recevoir son argent puisque ce sont les banques d'investissement qui achètent les crédits pourris, comme on peut dire, des banques. Donc, il y a plusieurs débiteurs, évidemment, il y en a pas juste un. Ce que la banque fait, elle va transformer ces crédits à risque en crédits fiables, en les mélangeant avec plusieurs crédits. Donc, tu as crédit A, B, C, D, E. Par exemple, il y a juste le C à C qui n'est pas tout à fait fiable. Fait qu'elle va le mélanger. Puis, les banques d'investissement vont acheter l'ensemble qui est supposément fiable. Puisque si un des investisseurs, un des débiteurs fait faillite, ce n'est pas l'ensemble des créanciers qui va tomber. Donc, ça mène à la crise des subprimes qu'on a vu aux États-Unis. Cette crise-là, c'était l'argent représentait des prêts hypothécaires. Donc, le débiteur empruntait de l'argent pour rembourser son prêt, pour pouvoir acheter une maison. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre les débiteurs. Donc, lui est pourri, lui est pourri, lui est pourri, ça fait en sorte que l'ensemble devient pourri. Sauf que les banques ne s'en rendaient pas compte. Pourquoi? À cause des agences de notation. Donc, leur rôle, c'est de noter l'ensemble des créances d'une banque par code. Comment ça fonctionne? C'est que la petite boîte est divisée en 3 parties. Donc, la partie du haut est un crédit, si on peut dire, plutôt fiable. Donc, pas de risque. Supposément pas de risque. La partie du centre
c'est, disons, risque modéré. Puis la dernière partie, c'est risque élevé. Puis, évidemment, les taux d'intérêt suivent. Donc, quelqu'un qui prête de l'argent à risque élevé va avoir un plus gros taux d'intérêt que quelqu'un qui prête à risque faible ou presque sans risque. Donc, comment ça marche? Dans les remboursements des créances, la première partie, c'est elle qui est tout de suite remboursée. Puis quand la première partie a été remboursée, c'est le tour de la deuxième d'être remboursée. Puis quand la deuxième a été remboursée, c'est le tour de la troisième. Donc, c'est pour ça que la dernière partie est plus difficilement remboursable. Bon, avec les agences de notation, la première partie est presque toujours notée 3 fois, puisque c'est la première qui est remboursée. Puis en plus, les banques vendent de l'assurance qui assure cette partie de la boîte. Puis, bon, pour revenir à la crise des subprimes, ce que ça a fait, c'est que, bon, on va faire un petit schéma encore une fois. Disons que une banque, ça représente les créances d'une banque. Donc, l'argent qu'elle a prêté. Puis, elle s'attend à recevoir des paiements des débiteurs. Donc, paiement. Avec la crise des subprimes, on s'est rendu compte que le débiteur ne pouvait plus payer en raison de la hausse des taux d'intérêt de la Fed, donc la Banque centrale des États-Unis, faisant en sorte que les paiements se transformaient en maisons. Donc, les maisons étaient saisies. S'il y a une maison de saisie, c'est pas un drame. Bon, la banque des banques d'investissement peut assumer cette dette. Par contre, quand il y a trop de paiements qui se transforment en maison, ça crée une hausse de l'offre de maisons, faisant en sorte que les maisons perdent de valeur. Donc, tout ce que les banques veulent, c'est vendre des maisons, mais il n'y a plus nécessairement d'acheteurs qui veulent les acheter. Donc, les prix chutent. Puis là, on se rend compte que même ceux en mesure de rembourser leur hypothèque se ramassaient avec des maisons valant 300 000. Donc, le prêt était de 300 000. Par contre, la valeur de la maison avait tellement baissé qu'elle valait seulement 90 000 $. Donc, ceux qui étaient en mesure de rembourser leur prêt se disaient « Pourquoi je rembourse un prêt de 300 000 tandis que ma maison vaut juste 90 000 $? » Donc, ça fait en sorte que même ceux qui pouvaient payer ne payent plus en raison de la valeur de leur maison qui a diminué. Ça fait quoi? Ça fait que l'ensemble des débiteurs ne payent plus. Donc, la banque se ramasse avec une genre de bon, puisqu'elle est prise avec ses créances qu'elle ne peut plus revendre aux banques d'investissement, parce que les banques d'investissement, eux-mêmes, ont déjà acheté des créances, puis eux aussi sont pris avec des débiteurs qui ne remboursent plus. Donc, chacun est un petit peu pris avec sa banque. La banque ne peut plus revendre, puis ceux qui veulent acheter des maisons ne peuvent plus emprunter parce que les banques ne veulent plus assumer ce risque-là. Donc, c'est un peu ça la crise des subprimes aux États-Unis. Par la suite, les banques se sont servis un peu de l'effet de levier. Par la suite, on va essayer de mieux comprendre cette crise des subprimes en revenant à la base. Pourquoi les banques se sont entêtées à prêter à des gens qui sont peu solvables? Bien, tout simplement parce que
la Fed, après le 11 septembre, pour que l'économie reste assez forte, a décidé d'abaisser son taux d'intérêt à seulement 1%. Faisant en sorte que les investisseurs n'étaient pas intéressés à prêter de l'argent pour 1%. Par contre, les emprunteurs, eux, étaient intéressés à emprunter pour 1%. Donc, ils se sont sortis de l'effet de levier. L'effet de levier, ça consiste à maximiser tes profits ou même parfois tes pertes, dans le fond, d'amplifier un phénomène. Donc, traditionnellement, si quelqu'un veut faire de l'argent, par exemple, je possède 10 000, puis quelqu'un vend sa boîte 10 000. Moi, je possède 10 000. Je vais acheter sa boîte pour 10 000. Par la suite, je vais la revendre à quelqu'un d'autre pour 11 000. Ce qui fait en sorte que j'empoche 1 000 $. Ça, c'est traditionnellement. Avec l'effet de levier, on recommence le schéma. J'ai toujours 10 000. Par contre, pour faire plus d'argent, au lieu d'acheter une boîte à 10 000, je vais aller emprunter à une banque dont le taux d'intérêt est de 1% pour la Fed, par exemple. Je vais aller emprunter 990 autres 1 000 $. Puis au lieu d'acheter une boîte, ben, je vais en acheter 100 boîtes. Donc, mes 100 boîtes, je vais les revendre à plusieurs personnes pour une somme de 1 100 000 $. Donc, si on déduit ma mise initiale de 10 000, moins les intérêts de 10 autres 1000, ça fait en sorte que mon profit n'est plus de 1 000. Il se transforme, puis mon profit devient 90 000 $. Donc, c'est ça l'effet de levier. Les banques, ils s'en ont servi pour acheter des créances, puis les revendre en faisant des millions de dollars. Tout ça juste à court terme, acheter et revendre de suite par après. Donc, en économie, quand ça va trop bien, un jour ça tombe. Donc, avec la crise de COVID, tout s'est effondré. Bon, en raison de la crise des subprimes qu'on a parlé tantôt. Puis, ça fait en sorte que des millions de personnes se sont ramassées à la rue. Les banques supportaient avaient des millions de maisons sur les bras. Puis, bon, les conséquences, c'est que la crise aurait coûté en tout 22 000 milliards de dollars. Puis pendant ce temps, il y a des PDG qui empochaient des millions en ayant prévu la propre faillite de leur entreprise. Donc, en ayant prévu la faillite de l'entreprise, ils ont retiré leurs actions, puis empoché des millions. Tout ça en ayant prévu que tout tombe. Donc, Lehman Brothers, la banque, possédait 6 jets pendant que tous ses investisseurs faisaient faillite. Puis bon, pour ralentir ce phénomène de faillite, la Fed, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a renfloué les grandes entreprises pour éviter qu'elles tombent puis que l'effet domino se fasse ressentir. Donc, pour réguler le système, au Canada, c'est plus vrai qu'aux États-Unis, on essaie de limiter la titrisation, avoir une surveillance plus stricte. Dans certains cas, on a même nationalisé les banques. Puis, par contre, aux États-Unis, c'est moins vrai.
puisque les grands dirigeants qui avaient tenté de déréglementer le système sont encore en place et ce sont à eux qu'on demande de réglementer le système, tandis qu'eux n'ont rien perdu, ils ont fait des millions avec cette crise. Donc la finance, c'est un genre de monstre indomptable. Il n'y a pas de meilleure façon de le diriger, puisqu'il est beaucoup trop complexe. Puis l'existence de marchés noirs, par exemple, ou de paradis fiscaux empêche d'avoir une mainmise sur l'ensemble du système. Donc, merci d'avoir assisté à cette capsule bref sur les liens entre la libéralisation des marchés de capitaux et la crise économique.